Pointe-Noire présente la dimension structurelle, extrait du livre de Charette pour des équipes responsables. Voici les composantes de la dimension structurelle. Le nombre, la composition, le membership, la hiérarchie, les réseaux de communication et tout au centre, les statuts, rôles et fonctions des personnes au sein de l'équipe. La taille d'une équipe devrait pouvoir varier selon le but poursuivi, la tâche à accomplir, les circonstances, le temps disponible et le nombre de personnes disponibles. À propos du nombre, il y a quelques divergences entre les auteurs. Henderson dit que le nombre idéal de personnes est de 3 à 5 pour la cohésion. Amado et Guittet, quant à eux, vont dire 3 à 5 dans la résolution de problèmes logiques. Ils vont dire 6 dans la recherche de solutions et 12 dans la confrontation des points de vue et disent que c'est idéal pour la discussion. Quant à Maillot, lui, il parle de 5 pour une équipe durable. La composition d'une équipe correspond aux différentes caractéristiques des membres et varie selon le système social dans lequel ils se trouvent. Par exemple, les catégories sociales, les organisations, les communautés de pensée et d'action. Quant à l'équipe homogène, elle se regroupe de façon spontanée et naturelle selon les affinités et les similitudes des membres. L'équipe hétérogène, quant à elle, est composée de participants qui possèdent des caractéristiques individuelles distinctes et variées. Le hasard ou l'intervention d'un agent de formation ou de quelqu'un dans une organisation favorise la création de ce type d'équipe. Regardons maintenant les avantages des équipes homogènes. Elles offrent un certain confort affectif. Elles offrent une cohésion et euh, un temps de travail plus rapide. Elles sont axées sur la tâche et plus rapidement que les équipes hétérogènes. L'homogénéité peut engendrer une certaine efficacité. Maintenant, regardons les limites de l'équipe homogène. Elle baisse potentiellement la productivité si l'indiscipline et la faible motivation font surface dans l'équipe. Le danger est de valoriser la cohésion de l'équipe au détriment du but de l'équipe. Elle ne permet pas de tirer de profit de l'hétérogénéité d'une équipe. Pour les équipes hétérogènes, voici les avantages. Elles possèdent normalement plus de ressources que les équipes homogènes. L'hétérogénéité favorise l'émergence des différences. Elle permet à une équipe d'être très créative, normalement plus efficace face à cette tâche qui demande plus d'expertise. Et les limites d'une équipe hétérogène, c'est que le temps d'adaptation est plus long. Et il y a risque d'incompatibilité entre certains membres. Le membership, c'est l'ensemble des facteurs qui caractérisent le lien qui s'établit entre une personne et le reste du groupe. Une personne peut être active positive, donc contribuer à l'avancement des objectifs, peut être active négative, donc nuire à l'atteinte des objectifs, et peut être passive, donc ne pas contribuer et ne pas retarder. C'est un neutron. Il y a deux prérequis pour faire partie d'une équipe, c'est la compétence en lien avec la tâche à accomplir et le niveau de socialisation, donc être capable, être en mesure d'interagir avec les personnes pour pouvoir faire le travail. Ici, nous abordons la partie centrale de la dimension structurelle, c'est-à-dire les statuts, les rôles et les fonctions. Le statut représente la partie invisible de la position occupée par le membre de l'équipe. C'est la partie officielle. Il est défini par le contexte dans lequel la personne se trouve. Le rôle, c'est la manière dont le statut est actualisé. C'est la partie informelle. C'est la manière de jouer son rôle, de jouer son statut. Et les fonctions, ce sont les tâches concrètes effectuées par les membres de l'équipe. Il y a deux sortes de statuts, officiels et groupaux. Les statuts officiels sont ceux qui sont attribués par l'organisation par le biais de l'organigramme, par exemple. C'est le titre ou le poste qui est occupé par la personne. Quant aux statuts groupaux, c'est la place que chaque membre occupe réellement dans l'équipe, la place qu'il ou elle prend. Et les rôles. Il y a le rôle perçu, celui que les autres perçoivent de nous. Il y a le rôle attendu,
celui que les autres membres s'attendent à nous voir jouer. Il y a le rôle qui est effectivement joué, c'est celui qui est joué par chaque membre du groupe. On dit qu'il y a 3 typologies de rôles. Une typologie basée sur l'influence, une typologie basée sur des rôles fonctionnels, ça nous vient de Benesheets, les 6 rôles de base dans une équipe, d'évangélistes, Perron, Sinigra et Sabourin, que nous verrons dans les prochaines diapositives. Alors ici, le modèle de Benesheets. Le facilitateur ou le gardien du contenu est un rôle. Il y a 6 rôles. Il lit et rappelle les consignes. Il s'assure que chaque membre joue son rôle et reste dans le sujet. Le vérificateur, quant à lui, conserve les productions communes de l'équipe, s'assure que tous ont complété la tâche ou tenu la responsabilité demandée. Un travail, un devoir, une signature, une carte d'absence, une cantine, des responsabilités de classe, etc. Il consigne les réponses de l'équipe, les sondages, les feuilles réponses pour une tâche donnée. Le responsable du temps et du matériel, quant à lui, rappelle les délais à ses coéquipiers, propose de planifier les étapes du travail. Il signale amicalement les pertes de temps. Il minute les interventions lors des discussions. Il gère le matériel avec soin. Il le distribue, le ramasse, le conserve, le remet. L'harmonisateur, c'est le gardien du climat. Il encourage ses coéquipiers dans l'exécution d'une tâche, intervient pour que l'équipe persévère, ne lâche pas, continue à réaliser la tâche demandée. Il félicite son équipe pour ses réussites. Il prévient les conflits en invitant son équipe à trouver des moyens pour les régler. L'observateur, lui, il note, compile les faits observables en relation avec la pratique d'une habileté coopérative. Il présente ses observations à l'équipe et les progrès qu'elle a réalisés. Quant à l'intermédiaire, il expose les faits et ce qui a été essayé par son équipe. Il rapporte à son équipe les pistes suggérées. En bref, le rôle joué équivaut à la recherche d'un statut au sein de l'équipe, consciemment ou inconsciemment. C'est un rôle joué de façon régulière qui renforce le statut. L'inverse est aussi vrai. Moins je joue le rôle, moins le statut va m'être attribué. La complémentarité des rôles étant nécessaire au fonctionnement efficace d'une équipe, elle s'incarne à travers les fonctions. La composante de la hiérarchie se présente sous 2 formes dans une équipe. Il y a la hiérarchie officielle et la hiérarchie informelle. La hiérarchie officielle, elle sert de protocole, elle est formelle et a une forme relativement permanente. La hiérarchie informelle, c'est l'organisation interne, elle est le jeu d'influence qui donne l'efficacité au groupe. Elle fluctue selon les situations. Pour bien comprendre le volet interactionnel dans une équipe ou un groupe, nous parlons de sociométrie. La sociométrie, ce sont des ensembles de relations que l'on observe au sein des équipes et qui peuvent être mesurées à partir de ce système qui s'appelle la sociométrie. Cette approche des groupes tente de dégager la structure qui est propre à une équipe à partir des réseaux d'attraction et de répulsion qui s'y trouvent. Le concepteur du test sociométrique est Jacob Lévy-Moreno. Il met en évidence les leaders populaires, les leaders influents, les personnes isolées, les parias ou boucs émissaires. Le leadership, il peut se présenter de 2 manières, de manière formelle ou informelle. Sur le plan du leadership formel, on va parler de l'autocrate, du démocrate et du laisser-faire. Quant au leadership informel, c'est un leadership qui est un phénomène collectif, qui implique forcément la réciprocité des personnes dans le groupe. C'est le groupe qui accorde le leadership à l'un ou à l'autre de ses membres. Le leadership est moins l'attribut d'une personne qu'un aspect de l'organisation globale, des inter-influences. Les réseaux de communication sont un élément important de la vie d'équipe puisqu'ils représentent les échanges d'informations qui s'établissent dans l'équipe. Il y a différentes sortes de réseaux de communication, soit les réseaux internes et les réseaux inter-équipes.
Les réseaux internes à l'équipe vont se manifester selon différentes formes, soit à l'étoile ou en roue, qui est un réseau de communication peu efficace. Pourquoi? Parce que c'est la même personne qui détient l'information au centre et qui la distribue selon son bon vouloir aux autres. Le réseau en cercle est moyennement efficace aussi parce que c'est un peu le même principe que la chaîne qui est le suivant, où on donne de l'information à une seule personne et il n'y a pas réellement de rétroaction. Le réseau en Y est déjà meilleur parce qu'il y a plusieurs branches. Et enfin, euh, ce qu'on cherche à atteindre dans une équipe où on a des tâches relativement complexes, c'est un réseau ouvert qui est représenté par l'espèce d'étoile en bas. Les réseaux internes à l'équipe peuvent se composer de quelques ou plusieurs personnes. On parle de 2 personnes pour une dyade, on parle de 3 personnes pour une triade, on parle de 4 personnes pour une quadrette et de 5 à 8 personnes, on va parler d'une clique. La communication interéquipe prend de plus en plus d'importance en raison du besoin des organisations d'être flexibles, efficaces, euh, efficientes, performantes, on pourrait ajouter agiles. Le réseautage est un moyen utilisé par l'individu ou une équipe dans le but de satisfaire rapidement un besoin ponctuel à l'aide d'un réseau de relations constitué autour d'un objectif commun. Il y a 3 caractéristiques. Son aspect souvent informel, l'objectif commun réunissant les individus ou les équipes euh, entre eux, la conversion de l'identité et de l'autonomie des individus ou des équipes en utilisant leur réseau. Il y a 2 types d'avantages pour réseauter, donc créer des relations inter-équipes, des avantages pour les personnes et des avantages pour l'équipe et l'organisation. Les avantages pour les personnes augmentent l'autonomie et la flexibilité des individus. Ça permet de rester à la fine pointe des développements dans divers domaines. Ça ajoute de la valeur aux compétences individuelles. Ça permet d'améliorer l'efficience des personnes. Ça offre la possibilité d'apprendre sur le travail des autres. Ça permet de disposer de nouvelles compétences. Ça permet d'accéder à des ressources et des capacités additionnelles. Ça favorise le développement des connaissances. Ça multiplie les talents, les énergies et les ressources. Ça favorise le partage de risques. Ça permet de s'entourer d'alliés qui vont partager des trucs, des connaissances, des expériences, voire des préoccupations et des situations différentes. Quant aux avantages pour l'équipe et l'organisation, ça augmente la viabilité et la performance. Ça permet de faire plus en moins de temps. Ça diminue les délais reliés au changement. Ça permet de faire face à plusieurs exigences de la clientèle. Ça favorise l'adaptation aux changements technologiques. Ça améliore l'efficacité des diverses activités. Ça permet de fournir une meilleure qualité de service et ça soutient et suscite l'innovation. Il y a des inconvénients aussi au réseautage. Les inconvénients pour les personnes euh, se manifestent dans l'obligation d'être capable à s'adapter aux changements et à posséder de bonnes capacités d'interaction. Difficulté parfois à accepter le leadership de d'autres personnes. Le sentiment de dépendance. Et ça demande une période d'adaptation. Et ça peut donner l'impression d'une perte de maîtrise et de contrôle. Les inconvénients pour l'équipe et l'organisation, ça requiert de l'investissement, des coûts de coordination et de communication, du partage de l'information et du temps.